Bonsoir les amis, salam alaikum, marhaba fi la présentation. Alors en ces temps de corona où on passe sa journée en confinement, j'ai ressenti le besoin et l'envie de faire quelque chose de constructif et positif et j'ai donc décidé de vous faire ce mini cours d'histoire sur une bataille très importante mais peu connue de l'histoire navale, The Battle of Jutland, la bataille de Jutland. Donc c'est une bataille qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Le 31 mai, enfin elle a commencé le 31 mai, elle s'est terminée à l'aube le 1er juin 1916. Alors Jutland c'est où? C'est sur la mer du Nord, au large de la côte danoise, d'une région qui s'appelle Jutland en anglais, Yeeland en allemand. Donc elle a opposé le Royaume-Uni à l'Allemagne impériale. Et je vais vous présenter quelques personnages clés. Donc, du côté britannique, nous avons tout d'abord l'amiral en chef des forces navales britanniques, Admiral John Rushworth Jellicoe. C'est le monsieur ici. Alors John Jellicoe, juste pour vous faire un petit descriptif de la personne, bon, c'est le stéréotype du joueur d'échecs, très froid, très calme, qui réfléchit longtemps avant de décider, très posé, pas du tout impulsif. Et c'est quelqu'un, pour vous donner un peu une idée, qui est arrivé dans l'école d'officier de la marine quand il avait 12 ou 13 ans et qui savait qu'un jour sa patrie aurait besoin de lui. Et donc il a passé 50 ans à se préparer pour ce moment qui était en fait la bataille de Jutland. Vous pouvez un peu imaginer l'intensité du personnage qui passe toute une vie sachant qu'un jour on aurait besoin de lui et donc qu'il aurait besoin d'être prêt pour ce moment fatidique. Très bien. Son lieutenant, son subalterne numéro 1, c'est le monsieur en bas, Admiral David Beatty. Alors, Beatty, c'est tout l'opposé de Jellicoe. Beatty, c'est un cow-boy, c'est un flambeur, c'est un impulsif, c'est quelqu'un de très talentueux, mais qui réagit à l'intuition. C'est quelqu'un qui est animé et rongé par un désir d'être le héros triomphant, conquérant des Allemands, qui va rentrer à Londres sur son cheval avec la tête de l'empereur allemand ou alors avec l'épave de toute la marine allemande ou quelque chose. Et donc, dans tout ce qu'il fait, il essaye de se demander, mais comment est-ce que je peux, moi, être le héros glorieux et victorieux de cette bataille? Comme vous imaginez, entre un chef qui est froid et calculateur et un subalterne qui est au sang chaud et intuitif, il peut y avoir des frictions. Alors du côté allemand, les deux personnages clés sont l'amiral Hugo von Pohl et Reinhard Scheer. Et en vérité, c'est des personnages dont le tempérament va beaucoup moins transpirer dans leurs actions parce que la flotte allemande est principalement guidée par un document. Alors en fait, ce document, il faut que je vous explique un peu l'historique. On est en 1916, l'Allemagne est née en 1872, soit moins de 50 ans plus tôt, et la flotte allemande est née encore plus récemment, la flotte allemande a moins de 30 ans. Et le monsieur qui a pensé et construit la flotte allemande, il est décédé, mais il s'appelait monsieur amiral Alfred von Tirpitz. Et Alfred von Tirpitz a lu toute la théorie sur les batailles navales, la stratégie navale. Il connaît très bien les Anglais, il sait ce dont l'Allemagne a besoin. Et donc, il a pondu un document qu'il a soumis à son empereur, qu'il a validé, et ils se sont mis donc à construire des navires. Et quand il a construit ces navires, il a aussi pondu un document annexe qui était plus ou moins quelle était la stratégie. Et il savait très bien que l'Allemagne ne pourrait jamais
avoir des forces supérieures aux Britanniques, mais en gros la stratégie c'était on s'arrange pour diviser les forces britanniques en deux, et il faut que quand elles sont divisées, on détruit une des deux moitiés pour pouvoir être relativement comparable à la deuxième moitié. Et l'idée n'est pas de détruire complètement les Britanniques, mais juste de pouvoir se regarder en égaux. Et donc, von Tirpitz est mort, mais l'empereur garant du document s'est bien empressé de s'assurer que ses amiraux allaient respecter le document à la lettre. Voilà. Alors, une petite situation géographique de la bataille. Nous avons ici à l'ouest, sur la gauche, le Royaume-Uni, avec deux bases navales. Une tout au nord à Scapa Flow, dans les Orkney Islands, qui est en fait une région extrêmement reculée, difficile à attaquer, facile à défendre, où le gros des forces navales sont basées. Et une autre ici, à côté d'Édimbourg, au Firth of Forth, plus proche de l'Allemagne, mais un peu plus exposée. Et donc, comme ce que les Allemands avaient prédit, les Britanniques ont divisé leurs forces. Ces bancs bleus qui sont absolument représentatifs, ou plutôt qui ne sont pas représentatifs, mais qui sont symboliques, sont en fait des champs de mines qui sont censés protéger les approches des bases navales et ici qui protègent un peu la Manche. De l'autre côté, les Allemands, pareil, une base à Kiel sur la mer Baltique et une base à Wilhelmshaven sur la mer du Nord. Alors, pour éviter que les deux flottes ne soient séparées par un embargo ici, les Allemands ont dû construire un canal reliant Kiel à Wilhelmshaven. Et pareil, donc un banc de mines là et un autre ici, pour que les Britanniques ne puissent pas venir les bloquer de très proche. Et voilà, cette région-là, c'est plus ou moins ici que la bataille a eu lieu. Très bien. Alors un petit rappel de la situation géopolitique. L'Allemagne est au centre de l'Europe. Son principal allié est l'Empire austro-hongrois. Et pendant un certain temps, l'Italie et l'Empire ottoman vont aussi être ses alliés. Contre cette alliance menée par l'Allemagne, il y a la Triple Entente. Alors laquelle Triple Entente est composée de la France, à l'ouest de l'Allemagne, l'Empire russe, à l'est de l'Allemagne, et le Royaume-Uni, de l'autre côté de la mer du Nord, au nord-ouest de l'Allemagne. Alors en fait, cette carte est très importante pour comprendre que l'Allemagne, si elle a besoin de recevoir des matières premières ou des denrées alimentaires, eh ben, elle ne peut les recevoir que par voie marine en passant par la mer du Nord. Parce que la Manche, le English Channel, comme vous pouvez l'imaginer, est bloqué. Et à l'est, le fournisseur russe est un ennemi. Donc l'Allemagne elle-même en tant que pays ne peut que recevoir soit de chez ses alliés, soit de la mer du Nord. Très bien. Alors on va faire une petite présentation des différents types de navires et de leurs tactiques qui ont animé cette bataille. Le premier navire que je vais vous présenter, c'est le battleship. Alors le battleship, pour vous expliquer ça, c'est un peu comme la cavalerie lourde. La cavalerie lourde veut dire que c'est des navires ou là des bâtiments de guerre, comme on dit, extrêmement puissants, extrêmement solides, pas très rapides. Ils ont une vitesse maximale de 20 nœuds, ce qui, dans une ligne droite, correspond à peu près 35 km/h. Dans leur armement, ils ont des canons extrêmement puissants et des torpilles, et ils sont capables de tirer sur une cible se situant à 18 ou même 20 km.
Ils ont une armure très épaisse, 30 cm. Ça vous dira pas grand-chose, mais en fait, il faut le comparer au prochain navire. Et ils sont typiquement remplis de 900 à 1000 personnes dans leur équipage. Alors, une petite explication des tactiques du battleship. En fait, le battleship, qui est ici, voilà, ça c'est une colonne de battleship, et ben leur but, ou leur tactique préférée, c'est de pouvoir tous concentrer leur tir sur plus ou moins un seul point, et que ce point se retrouve dans une position où lui ne peut pas concentrer son tir, il est obligé de tirer dans tous les sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais crossing the T, parce qu'en fait, on forme un T. Voici la ligne, si on veut, horizontale du T. Voici la ligne verticale du T. Et donc, nos battleships vont pouvoir tous tirer là sur leur droite, à tribord, et tous plus ou moins vers le même endroit. Et l'ennemi ou la cible doit tirer un peu sur sa gauche, un peu devant, un peu sur sa droite, le tout alors qu'ils reçoivent des tirs concentrés et donc entre le bruit, les explosions, la fumée, bon, c'est très difficile pour eux de jauger correctement leur tir. Et donc c'est très... Crossing the T, c'est vraiment le saint graal d'un battleship. Alors, bien sûr, vous risquez de me demander, mais pourquoi juste ils s'enfuient pas? Et bien là, j'ai exprès choisi un exemple où ils n'ont pas où s'enfuir. Donc, ils peuvent pas aller à l'est, ils peuvent pas aller au sud, parce qu'il y a de la terre, et ils peuvent pas aller au nord, puisqu'ils sont bloqués par la colonne de battleships. On arrive maintenant à la cavalerie légère. Alors si le battleship c'est la cavalerie lourde, les battlecruisers sont la cavalerie légère. C'est des bateaux extrêmement similaires, sauf qu'ils vont beaucoup plus vite. Ils ont une vitesse maximale de 28 nœuds, ce qui équivaut à peu près 52 km/h. Les armements sont quasiment les mêmes, la distance de tir est la même, mais ils ont une épaisseur d'armure de 23 cm, soit un quart, 25% de moins que les battleships. Et en fait, c'est cette armure en moins qui explique la vitesse en plus. Les équipages sont plus ou moins similaires. Alors, contrairement aux battleships, le battlecruiser est capable d'opérer même seul. Et lui, sa tactique, c'est de tirer sur une cible qui ne tire pas aussi loin que lui. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Regardez, donc, ce cercle-là, ce périmètre, c'est en fait la distance potentielle de tir du battlecruiser. Et celui-ci, c'est le champ de tir de sa cible. Et donc, le battlecruiser est censé pouvoir tirer sur la cible sans que celle-ci ne lui tire dessus. Et grâce à sa vitesse supérieure, même si sa cible s'enfuit, le battlecruiser peut la suivre et accélérer ou ralentir suffisamment de sorte à ce qu'il ne rentre jamais dans le champ de tir de la cible, mais il continue toujours de lui tirer dessus. Alors le seul désavantage de cette tactique, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il soit piégé face à un tir groupé de l'ennemi. Il ne faut pas qu'il rentre dans la gueule du loup en gros. Il ne faut pas qu'il se retrouve face à des battleships, qu'on a vu précédemment, parce que son armure est tellement faible que il peut poursuivre longtemps, mais le jour où on se met à lui tirer dessus, il ne va pas durer très longtemps. Très bien. On arrive maintenant aux sous-marins, qui sont un équipement principalement allemand. Ils ont une vitesse maximale de 14 nœuds, soit 25 km/h, ce qui est très faible comparé aux autres. Ils ont un armement assez léger. En fait, c'est surtout les torpilles qui constituent leur armement. Ils ont des fusils légers, mais qui ne feraient pas de mal à une mouche. En tout cas, pas dans la Première Guerre mondiale. Ils ont quasiment pas d'armure. Mais ils ont l'avantage d'être furtifs parce qu'ils peuvent se cacher et ils opèrent seuls. Donc, c'est difficile de voir un petit trou, une petite tache à la surface de la mer dans un océan ou dans une mer aussi grande que la mer du Nord.
Alors, ils naviguent à la surface, contrairement aux sous-marins modernes. En fait, ils ne peuvent se submerger que pendant 2 heures au maximum. Ils ont une autonomie submergée de 2 heures. Et ils l'utilisent au moment d'attaquer, quand ils repèrent leur cible. Et cette submersion est relativement lente. Donc en fait, ça veut dire que si quelqu'un les repère, ils sont un peu foutus. Il faut absolument qu'ils restent extrêmement discrets. Enfin, dernier point, ils ont un équipage consistant d'une quarantaine, une cinquantaine de personnes en fonction de la classe de sous-marin. Un petit schéma de leur tactique. En fait, typiquement, le sous-marin se cache quelque part, dans une crique ou derrière un gros rocher ou à côté d'une falaise ou quelque chose, et il attend qu'une cible isolée sorte de sa flotte. Il lui tire dessus, elle coule, il recoule et il s'en va. Enfin, on rencontre les destroyers. Et les destroyers, c'est un peu une meute de chiens ou un essaim d'abeilles. Ils se baladent au minimum en groupe de 4, souvent dans des groupes allant jusqu'à 20. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une meute de chiens. Vous pourrez tirer sur un ou deux d'entre eux, mais vous ne pourrez pas tous leur tirer dessus. Et un finira forcément par arriver à vous et envoyer sa torpille ou vous tirer dessus. Alors le destroyer, en fait, pourquoi il porte ce nom de destructeur? Parce qu'il avait été créé expressément pour détruire les sous-marins. Donc si les Allemands ont énormément de sous-marins, les Anglais ont beaucoup de destroyers. Très bien. Ils ont une vitesse maximale de 27 nœuds, ce qui est très rapide, 50 km/h, c'est aussi rapide que le battlecruiser. Ils ont une proue renforcée parce qu'en fait, parfois, le meilleur moyen de couler un sous-marin, c'est juste de lui rentrer dedans, frontalement. Hein, on le casse en deux et il prend l'eau et il coule immédiatement. Ils ont des équipages de 50 à 80 personnes, ce qui n'est pas beaucoup hein, en termes purement comptables. Perdre un destroyer ne coûte pas très cher comparé à perdre un battleship ou un battlecruiser. Ils sont pas très chers à fabriquer et en plus, comme ils sont très légers, en fait, ils coulent pas très profond et donc la plupart des torpilles qui leur sont dirigées, le temps qu'elles arrivent au destroyer, ben souvent elles auront trop coulé et elles vont même pas le toucher, donc elles vont juste passer en dessous du destroyer sans le toucher. Et là, un petit schéma des tactiques de destroyer. Ils accompagnent en escorte d'une flotte plus importante. Là, typiquement, le battlecruiser. Ils sont généralement à l'avant, sur les côtés et derrière. Ils l'escortent. Et ils repèrent peut-être une cible, typiquement un sous-marin. Un des destroyers va à la cible, lui tire dessus, ou là lui rentre dedans. Elle coule et il peut regagner sa place. Alors là, un petit explicatif de pourquoi on en est arrivé à cette guerre mondiale et cette bataille en particulier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Grande-Bretagne en 1916, ou en tout cas en 1914, est la première puissance mondiale. Bien sûr, c'est une île, mais elle a un empire un peu partout dans le monde. Et qui dit empire dans le monde dit besoin de contrôler les mers et donc d'avoir les meilleurs navires et la meilleure navy. Très bien. Pendant le 19e siècle, les Britanniques ont développé une doctrine qui s'appelle le Two Power Standard. Et le Two Power Standard dit que la Grande-Bretagne a besoin de constamment avoir des forces égales ou supérieures aux deux prochaines puissances navales combinées, qu'elles soient alliées ou neutres ou ennemies. Ça veut dire que même si la France est l'allié de la Grande-Bretagne et la Russie est l'allié de la Grande-Bretagne se doit d'avoir des forces au moins égales à ces deux alliés. A fortiori, si les prochaines puissances sont ennemies. Et voici que l'Allemagne rentre en jeu. L'Allemagne est née en 1872. Sa flotte est née dans les années 1890. Et l'empereur de l'Allemagne, Guillaume II, n'est rien d'autre en fait que le petit-fils de la reine Victoria et le neveu du roi Georges, je ne sais pas quel Georges, 3 ou 4 ou 5 en Grande-Bretagne.
Et en fait, en 1904, il s'opère un changement technologique énorme, un peu comme l'arrivée de l'Internet en termes de technologie navale. On passe des navires en acier qui se tirent dessus de très près, à quelques centaines de mètres, à une nouvelle classe de navires qui s'appelle le Dreadnought, qui peuvent se tirer dessus à plusieurs kilomètres. Donc on a vu tout à l'heure que les battle cruisers pouvaient se tirer dessus à 18 km, 20 km. Ben, en 1904, c'était déjà à des distances de 6-7 km. Et en fait, quand cette technologie est inventée, ça fait un reset sur tous les anciens bateaux. Donc en fait, du jour au lendemain, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Russie, tout le monde est au même niveau. Et les Anglais ont besoin de beaucoup débourser très vite pour reprendre l'avance qu'ils ont eue pendant tout le 19e siècle. C'est à ce moment-là que Guillaume II, par pur complexe d'infériorité, lui aussi à la tête d'un pays nouvellement créé, extrêmement vigoureux, extrêmement riche, décide de lui aussi investir massivement dans une flotte de dreadnoughts capable de rivaliser avec celle de son oncle et ses cousins. Et donc on arrive en 1916 et les Anglais ont 38 battleships comparé aux 22 Allemands. Alors 38 moins 22, 16, on pourrait croire que c'est quand même une belle avance, mais en fait si on revient à notre two power standard, à la doctrine britannique, c'est vraiment pas du tout suffisant. Et pour peu que, quoi, il suffirait que les Anglais en perdent une partie, ou que les Allemands capturent des navires français, ou que les Allemands et les Autrichiens et les Italiens réussissent à tous se mettre d'accord et à unir leur flotte, et ben, la supériorité britannique devient sérieusement mise à mal. D'où l'importance de rapidement en découdre avec les Allemands et rapidement les remettre à leur place. On en vient enfin à la bataille. Donc voici notre carte. La cavalerie légère sous Admiral David Beatty, le cow-boy, ici à Édimbourg. La cavalerie lourde sous Jellicoe, ici à Scapa Flow. Et les forces réunies allemandes, ici à Wilhelmshaven. Alors quand je dis réunies, ça veut dire sous-marins, battle cruisers, battleships. Alors ce qu'on voit pas sur la carte, c'est que un peu partout sur la côte anglaise, il y a les destroyers qui sont juste à côté de l'Allemagne et qui sont censés être constamment en patrouille, reniflant le moindre mouvement allemand. Bon, je les ai pas mis parce qu'ils sont vraiment partout, donc ça sert à rien de polluer l'image pour rien. Et donc, le 31 mai arrive, les Allemands décident de sortir faire une patrouille, routine, et les Anglais, en malins, perfides anglais qu'ils sont, ont appris à décoder les transmissions, les transmissions radio allemandes. Et ils savent que les Allemands vont sortir. Et donc, et la cavalerie légère et la cavalerie lourde va aussi sortir pour essayer de les appâter et les leurrer. Donc, les battle cruisers allemands sortent en premier, rapides, suivis des battle cruisers anglais. Ils se cherchent, ils finissent par se voir. Et là, c'est un moment très important dans la bataille. Beatty doit faire une de deux choses. Soit il doit pourchasser les Allemands, ou là, il a besoin de juste suffisamment leur tirer dessus pour les appâter vers le grand méchant loup. Donc il faut absolument que les Anglais tirent, que Beatty appâte un maximum de ces gens-là vers la gueule du loup. Et les Allemands, bien sûr, ils ont enfin réussi à isoler la moitié des forces britanniques, donc cette moitié, et il faut absolument qu'ils puissent ramener toute cette moitié devant les battleships allemands, et qu'ils les détruisent le plus vite possible pour pouvoir confronter les battle
ships anglais à égalité. David Beatty pourchasse les Allemands et il les pourchasse extrêmement vigoureusement, à tel point qu'il perd des navires. Donc en ce moment, jusqu'à présent, c'est la stratégie allemande qui l'emporte. Il descend très loin au sud. Et à un moment, il finit par réaliser que ça se passe très mal pour lui et il rebrousse chemin pour remonter au nord-ouest vers Jellicoe, qui avance plus ou moins vers l'Allemagne, mais qui ne sait pas encore exactement où il va les retrouver. Donc pendant qu'il monte, il continue de perdre des navires. L'amiral lui-même perd pratiquement son navire à lui, celui où il a posé son drapeau. Il arrive à proximité de Jellicoe, c'est une tempête, il y a un brouillard, la mer du Nord est une mer déchaînée, et sous le feu de l'action, il ne prend pas le temps d'appeler ou d'envoyer un message radio à Jellicoe pour lui dire « Voici où nous sommes, voici vers où on se dirige, voici l'ennemi où il se situe, attendez-nous à tel endroit ». Et donc Jellicoe est un peu vraiment dans le brouillard. Il ne sait pas où il doit se positionner et à quel moment il doit se déployer pour attaquer les Allemands. Jellicoe, comme je vous ai dit, il a passé 40 et quelques ans à se préparer et il a un coup de génie que, bon, même moi je comprends pas, mais en gros, il a fait une manœuvre qui était non seulement la meilleure, mais la seule manœuvre possible et imaginable, et il se déploie de sorte à créer une sorte de demi-lune avec l'écrasante majorité des forces allemandes qui rentrent dans ce croissant et qui ne réalisent qu'elles sont entourées que quand les Anglais se mettent à les canarder. Et là, c'est la Bérésina. Alors, aucun navire allemand ne coule parce qu'ils sont extrêmement solides. Je vous avais parlé de l'armure. Les navires allemands sont extrêmement bien renforcés, mais beaucoup d'entre eux ne peuvent même plus tirer. Tous leurs canons ont été complètement endommagés. Et là, ils doivent rebrousser chemin pour faire marche arrière et rentrer chez eux, sauf que ils ne peuvent pas par l'est, parce qu'il y a un champ de mines, ils doivent descendre au sud. Et qu'est-ce qui vient du sud? Ce sont nos destroyers. Et donc, au milieu de la nuit, dans le brouillard, sous une tempête, on a un jeu du chat et de la souris qui essayent de l'un passer discrètement derrière l'autre, et ils finissent tant bien que mal à l'aube par arriver à Wilhelmshaven. En termes de marins morts et de navires perdus, c'est les Allemands qui ont gagné. Parce qu'ils n'ont perdu aucun navire, ils ont perdu très peu de vies. Mais en vérité, d'un point de vue stratégique, c'est l'Angleterre qui a gagné. Pourquoi? L'Allemagne est un pays qui a besoin d'un accès aux matières premières de l'Asie et des Amériques. Elle est aujourd'hui renfermée par cet embargo chez elle, dans ses frontières. Elle est sortie. En fait, la métaphore à l'époque était que l'Angleterre gardait l'Allemagne prisonnière dans ses frontières. Le prisonnier a attaqué son geôlier, mais il n'a pas réussi à l'abattre. Les Anglais ont perdu énormément d'hommes et de bâtiments de guerre, mais en fait, ils sont encore plus ou moins indemnes. C'était une bataille extrêmement importante. Comme Churchill le disait à l'époque, Jellicoe était le seul homme capable de perdre la bataille en une après-midi. Parce que pour la Grande-Bretagne, perdre le contrôle des mers, c'était perdre l'Empire, et c'était donc devenir quasiment c'était la faillite, la banqueroute de tout un empire en quelques semaines, s'il perdait le contrôle des mers. Avec cette victoire, ils ont assuré la pénurie et la famine en Allemagne, et ils ont forcé les Allemands à choisir de faire une guerre non conventionnelle. En fait, ils ont forcé les Allemands à faire une guerre avec leurs sous-marins contre la marine marchande qui subvenait aux besoins commerciaux de la Grande-Bretagne. Et cette marine marchande, elle ramenait des vivres d'Amérique latine, d'Inde et notamment
des États-Unis. Et les Américains n'ont pas très bien pris qu'un sous-marin allemand tire sur leurs navires ou là sur des navires avec des citoyens américains ou des vivres et de la production américaine. En choisissant de faire une guerre sous-marine, les Allemands ont forcé les Américains à rentrer du côté des Alliés, ce qui n'était absolument pas une évidence avant 1917. Et donc, à l'issue de cette guerre, les Anglais ont signé et confirmé l'arrêt de mort des Allemands, qui ne pouvaient que plus saigner sur les champs de bataille en Ardennes et en Belgique. Et ce qui devait se produire se produisa, et la guerre s'est finie avec l'humiliation qu'on connaît. Voilà pour la bataille de Jutland. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est le premier et le seul épisode pour l'instant. J'en ai d'autres, autant de la théorie que des exemples de bataille en tête, mais je suis à votre écoute pour tout commentaire et toute remarque avant d'en produire d'autres. Et j'espère que tout le monde est en bonne santé, que les familles de tout le monde vont bien. Et كندعيو معكم. Allez, bonne journée.